Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec Émilie Marais, qui est la cofondatrice d'une marque de probiotiques, The Serious Gut. Et elle nous a partagé son parcours hyper intéressant qui l'a amené à avoir ce déclic, à se reconvertir et à créer une marque de probiotiques. Elle va nous parler de burn-out, d'anxiété. Et du coup, j'ai voulu lui poser des questions autour de l'intérêt des probiotiques concernant la digestion, bien sûr, mais aussi l'anxiété et aussi les troubles du comportement alimentaire. Et vous verrez que tout est lié, donc c'était vraiment super intéressant. Je suis vraiment désolée, mais au montage, je me suis rendu compte que ma voix, ça n'allait pas du tout. Il y avait un faux contact en fait avec mon micro. Donc du coup, on m'entend pas de très bonne qualité, mais c'est pas très grave puisque de toute façon, je ne pose que quelques questions et c'est surtout Émilie qui parle. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et si vous accrochez avec le concept de la marque, vous avez envie de faire le petit questionnaire pour savoir quel est le probiotique qui vous conviendrait le mieux, on vous a préparé un petit code promo du coup pour les auditeurs du podcast. Donc le code promo pour avoir moins 10% sur tout le site de The Serious Gut, c'est le code croissante, voilà, comme le podcast. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Émilie, merci de venir dans le podcast. Comment tu vas aujourd'hui ? Hello Louise, bah écoute, ça va super bien et je suis très très contente d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Trop bien. Alors aujourd'hui, on va parler de microbiote et de probiotiques. Donc on va axer ça sur les thèmes de la santé mentale, de la santé digestive et des troubles du comportement alimentaire, du coup, qui sont mes sujets de prédilection. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'en es venue à créer une marque de probiotiques, quels ont été les déclics qui font que t'en es là aujourd'hui ? Absolument, et c'est vrai que c'était pas du tout donné que je monte une marque de probiotiques. Je pense que c'était potentiellement un des trucs les plus improbables qui pouvaient arriver. Du coup, donc moi je m'appelle Émilie Marais et je suis la cofondatrice d'une boîte qui s'appelle The Serious Gut. Et chez The Serious Gut, notre mission, en gros, c'est d'aider tout le monde, de vous aider à prendre soin de votre microbiote intestinal. Donc je pense qu'on va un peu rentrer dans les détails de ce que ça veut dire plus tard, il me semble, mais de prendre soin de son microbiote pour agir sur l'anxiété, pour agir sur la digestion, et ce notamment grâce à des probiotiques. Et donc nous, toute notre idée, toute la recherche qu'on fait, c'est que en développant des probiotiques personnalisés, on pourra aider les gens à avoir une meilleure résolution de leurs symptômes. Donc à la base, moi je viens pas du tout du milieu de la science. Moi avant je travaillais avec des startups. C'est comme ça que j'ai, on va dire, mis le pied à l'étrier, et j'ai découvert le microbiote pour le coup par un biais beaucoup plus personnel. Donc suite à 2 ans passés dans un contexte professionnel assez intense, je dirais que je me suis auto-diagnostiquée un risque de burn-out. Donc du coup, j'ai démissionné de mon travail, j'ai déménagé en Italie, et là, je me suis dit que j'allais reprendre toutes les bases de l'alimentation, comment mener une vie plus saine, le sport, etc. Et en fait, je lisais énormément de choses à ce moment-là sur à la fois ce qui pouvait aider à agir sur les symptômes. Donc moi, j'étais plutôt intéressée par la santé mentale à ce moment-là, et tout ce qui pouvait aider à prévenir le développement d'autres symptômes dans cette sphère. Et c'est là que j'ai découvert le microbiote. Et en fait, je sais pas pour ceux et celles qui l'ont déjà découvert, si ça a fait la même chose. Mais globalement, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois que j'entendais parler d'une option de santé naturelle qui avait autant de fondements scientifiques. Donc il faut savoir que moi j'ai grandi avec 2 parents qui sont ingénieurs, qui croient uniquement à la médecine allopathique, qui n'ont jamais prononcé le mot huile essentielle ou plante à la maison. Donc du coup je partais avec un bagage où il fallait faire un chemin pour arriver à s'ouvrir un peu à ces autres voies. Et à travers le microbiote, j'ai trouvé vraiment une opportunité, voilà, de comprendre un peu d'un point de vue biologique comment fonctionne le corps, comment on peut agir dessus via des voies naturelles, mais surtout
un milieu où il y avait beaucoup de sciences qui étaient en train de se produire, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment causé le déclic, on va dire, et qui a fait que j'ai passé maintenant, ça fait 3 ans et demi que je fais que lire des choses et parler du microbiote, écouter des podcasts sur le microbiote et monter cette boîte. Okay. Et du coup, tu as commencé à prendre des probiotiques et tu as vu une amélioration du coup sur tes symptômes de burn-out. Et est-ce qu'il y avait des symptômes digestifs aussi qui étaient liés? Donc moi, c'était plutôt sur l'anxiété. Et le premier truc, en fait, que je trouve intéressant quand on découvre le microbiote, c'est qu'on commence pas par les probiotiques. En fait, on commence vraiment par l'hygiène de vie, l'alimentation, et c'est ça que je trouvais super intéressant. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez The Serious Gut, c'est vraiment de montrer que les probiotiques, c'est une petite partie de la stratégie, on va dire, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de ses symptômes digestifs, mais que c'est qu'une petite partie. Et donc, proposer toute cette réflexion et toute cette science un peu qu'on amène de manière simplifiée, un peu ludique, pour nous aider à prendre soin de nous. Donc moi, vraiment les premiers trucs que j'ai commencé par faire, c'est essayer de comprendre quels étaient les aliments qui déclenchaient des symptômes de stress, d'anxiété, comment mon stress et mon anxiété se manifestaient de manière digestive. Donc moi, c'était pas particulièrement la digestion qui me dérangeait, c'était vraiment plus le stress et l'anxiété, qui est hyper lié au microbiote. Et après, entamer tout ce chemin et voilà, voir petit à petit qu'est-ce qu'on peut rajouter. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et les probiotiques, ça a été une découverte vraiment géniale, parce que en fait, on en parlera peut-être après, mais il y a tellement de manières et de moments et de timing dans lesquels ça peut avoir du sens de prendre des probiotiques, et d'autres dans lesquels nous on dit en vrai c'est pas le moment, là c'est pas le moment de prendre des probiotiques, il vaut mieux agir via l'alimentation. Donc c'est de comprendre comment tu allies ces différents trucs, et du coup comment tu prends aussi tu vois charge toi de ta propre santé, que j'ai trouvé intéressant. Ok, trop intéressant. Alors le microbiote, c'est la flore intestinale, la flore bactérienne intestinale. On dit aussi que c'est le deuxième cerveau. Est-ce que toi, avec tes mots du coup de créatrice d'une marque de probiotiques et toutes les recherches que tu as pu faire, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne le microbiote en fait? Ouais, carrément. Mais non, mais t'as raison de dire que c'est comme un organe. Enfin, il y a plusieurs chercheurs et médecins qui considèrent vraiment que la découverte du microbiote, ça équivaut à la découverte d'un nouvel organe dans le corps, ce qui serait assez étrange de découvrir aujourd'hui encore un nouvel organe dans le corps, alors que on a l'impression, quand je dis on, c'est de manière globale de maîtriser à peu près l'anatomie du corps humain. Et là, tout à coup, c'est vraiment comme si on venait rajouter un nouveau composant de l'envergure du cerveau et qu'on venait de le découvrir. Enfin, c'est quand même assez fou. Et du coup, le microbiote, donc moi, ce que j'ai trouvé le plus utile pour le comprendre au début, c'est vraiment de faire le parallèle avec la biodiversité. Donc, il faut imaginer que le microbiote, c'est comme une forêt dans laquelle il y a plein d'organismes. Donc, dans le cadre du microbiote, c'est des bactéries, des virus, des champignons, etc. Plein de micro-organismes qui coexistent. Et quand il est en bonne santé, qui coexistent en harmonie. Donc les uns aident les autres pour telle et telle fonction, etc. Donc comme une forêt, quand on arrive, tout a l'air de bien fonctionner en harmonie. Et en gros, ce qui est donc le microbiote, déjà, on n'en a pas qu'un. Celui dont on parle le plus, c'est le microbiote intestinal. C'est le plus important en termes quantitatifs et c'est celui qui se trouve, comme le nom l'indique, au niveau des intestins. Mais peu de gens savent qu'on a aussi un microbiote, par exemple, des yeux. On a un microbiote buccal, on a un microbiote des aisselles. Pour les femmes, il y a un microbiote vaginal, microbiote de la peau, bien sûr. Donc en fait, il y a plein d'écosystèmes, et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de changer sa manière de penser et de se dire en fait on coexiste, on cohabite avec des écosystèmes qui font complètement partie de nous. Et ils font complètement partie de nous parce que sans ce microbiote, il y a donc là je parle du microbiote intestinal notamment, il y a des fonctions de notre corps qui peuvent pas être performées. Notamment, par exemple, la synthèse de certaines vitamines. Donc, on sait tous il faut avoir plein de types de vitamines pour que le corps fonctionne correctement. Il y a certaines vitamines qui peuvent pas se synthétiser sans l'aide du microbiote. Le microbiote, plus globalement, ça aide à assimiler les nutriments quand on mange quelque chose, faire en sorte qu'après le corps puisse l'utiliser. Ça aide à réguler les émotions. Donc, tu parlais du fait qu'on dit que le microbiote c'est un peu le deuxième cerveau, c'est tout à fait juste. Et le microbiote intestinal,
donc dans notre ventre, est directement lié au cerveau, à travers un canal de communication qui est littéralement constant. Les deux échangent continuellement des informations. Et en fait, quand le microbiote intestinal est déséquilibré, il va envoyer des signaux erronés où il va surréagir ou sous-réagir par rapport à ce qui se passe. Et donc, c'est ça aussi qui peut provoquer des sensations ou des réactions anxieuses. Donc, en fait, il faut se dire que c'est une manière, on peut vraiment agir à la source de l'anxiété en réfléchissant au microbiote. Et globalement, on peut se demander, ok, on a tous un microbiote, mais comment est-ce que on peut savoir si notre microbiote est en bonne forme ou pas? Enfin, qu'est-ce qui définit la qualité d'un microbiote? Et peut-être que c'est utile de penser à la manière dont il a été formé à travers la vie. Donc la première constitution de cette flore, comme tu disais, flore bactérienne qu'on a dans le corps, elle se fait à la naissance. Donc c'est vraiment en naissant, on va prendre si on est par voie basse, on va prendre la flore bactérienne. Littéralement en sortant du corps de sa maman, on va être enveloppé de micro-organismes et c'est ça qui va faire que on va développer le début de notre microbiote. C'est à travers l'allaitement. Donc bon, il y a évidemment plein d'autres moyens de récupérer des bactéries si on est né par césarienne ou si on n'a pas été allaité, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, le microbiome est beaucoup constitué à la naissance et après donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas trop le choix entre guillemets. Enfin, on peut pas dire à notre maman de quelle manière elle doit nous faire naître. Mais par contre, tout le reste, c'est globalement des facteurs sur lesquels on a pas mal de pouvoir décisionnel. Donc c'est les facteurs environnementaux qui vont impacter la qualité du microbiote. Donc ça peut être l'alimentation, qui est celui dont on parle le plus, mais ça peut aussi être la pollution, ça peut être l'exercice physique, ça peut être la prise de médicaments, ça peut être le mouvement, le sport, ça peut être le sommeil. Donc en fait, il y a tout un tas de facteurs après de notre style de vie qui vont venir soit aider, soit défavoriser un microbiote en bonne forme. Ok, trop intéressant. Est-ce que du coup maintenant tu peux expliquer le lien entre le microbiote et les problèmes qu'on veut évoquer du coup dans cet épisode? On peut peut-être commencer par l'anxiété, la santé mentale, etc. comme tu as commencé à le faire. Ouais, carrément. En gros, du coup, le microbiote, le microbiote intestinal, il est situé dans les intestins, mais en fait, ce qu'on réalise, à la fois à travers la prise de probiotiques, quand il y a des témoignages, etc., mais de manière plus globale, il y a donc le microbiote est lié au cerveau par quelque chose qui s'appelle le nerf vague, et comme je disais, ils sont en communication constante, et en fait, c'est un peu, enfin, on a par exemple 90% de la sérotonine qu'on appelle l'hormone neurotransmetteur du bonheur, un peu connu sous ce nom-là, qui est produit dans les intestins. Donc globalement, juste à proximité du microbiote. Donc on voit qu'en fait, il y a énormément de paramètres de notre réaction émotionnelle qui vont être définis par le microbiote. Et du coup, si on essaye de visualiser la chose, on peut imaginer que ce qu'on mange va passer par notre bouche, descendre dans notre tube digestif, arriver globalement dans le microbiote sous la forme des petits micro-organismes qui étaient dans notre alimentation, et que la qualité la contribution qu'ils vont faire à notre microbiote existant va définir après le message qui va être envoyé et qui va remonter par une autre voie via le nerf vague au cerveau. Donc en fait, si on imagine que le microbiote c'est un peu comme une passoire, s'il est mal constitué, si c'est une passoire, ça peut laisser passer des pathogènes, des mauvaises bactéries qui vont après avoir une influence néfaste sur notre humeur. Donc on va sans doute parler aussi du lien avec la digestion, mais c'est aussi pour ça que quand on parle de la composition du microbiote, en fait, ça impacte non seulement la digestion, mais
on voit que beaucoup de gens qui ont des symptômes digestifs ont aussi des symptômes anxieux parce que c'est quelque chose d'assez global. Enfin, en fait, il y a quelques paramètres qui définissent si un microbiote est en bonne santé ou pas. Le plus important, c'est la diversité. Le plus on a c'est que bon, on peut revenir à l'analogie de la forêt, ça marche très très bien, mais le plus on a de diversité, le plus la forêt est belle, le plus le microbiote fonctionne bien. Et du coup, quand on va avoir des problèmes de diversité, ça peut impacter la digestion, mais ça peut aussi impacter l'anxiété. C'est très central, en fait, ce microbiote intestinal. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, bon, il y a plein de stratégies possibles qui sont naturelles, qu'on peut utiliser pour essayer de gérer l'anxiété. Il y a des exercices mentaux, des exercices respiratoires, des exercices pour calmer le système nerveux, etc. Mais si on rajoute à l'équation ce paramètre du microbiote, en fait, ça devient super intéressant parce qu'on réalise qu'il y a un mécanisme biologique en action qu'on peut influencer via des trucs peut-être pas intuitifs, mais comme l'alimentation ou comme les probiotiques, donc de manière assez simple et assez centrale dans le processus de l'anxiété. Donc ça, c'est ce qu'on trouve vraiment fascinant. Et puis après, si on pousse un petit peu plus loin la chose, donc là, on parle des cas d'anxiété un peu du quotidien, donc peut-être que c'est des formes moins sévères. Mais après, il y a aussi des maladies ou des conditions psy, par exemple la dépression ou la maladie d'Alzheimer, où en fait, il y a des études qui ont été menées où on va analyser la composition du microbiote de la personne et on va observer que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une composition du microbiote qui est très différente de celle des microbiotes, entre guillemets, normaux ou sains. Donc, en fait, on observe vraiment à travers ces études que tout ce qu'on ressent d'un point de vue émotionnel se reflète dans cette composition du microbiote. Et il y a des études hyper intéressantes. Donc, c'est encore le début, le lien... le lien intestin-cerveau, maintenant, il est avéré. Mais on essaye petit à petit, quand je dis on, c'est les chercheurs, on essaye petit à petit de comprendre très précisément les mécanismes d'action qui sont en œuvre. Et donc, notamment, aujourd'hui, il y a des expériences en cours, des études, pour essayer d'utiliser les probiotiques en complément de traitements d'antidépresseurs dans les cas de la dépression. Parce que justement, si on n'agit pas sur cette passoire, du coup, le reste est peut-être un petit peu moins pertinent. Mmh. Ouais, c'est trop intéressant et ces découvertes, ça donne beaucoup d'espoir parce que dans le cadre d'une guérison d'une dépression, de choses comme ça, il y a un gros poids de la responsabilité de la personne sur ce qui s'est passé dans sa vie, sur voilà, et les traitements d'antidépresseurs, etc. ont des gros effets secondaires. Donc c'est assez incroyable qu'on puisse trouver une autre cause et une autre piste qui soit beaucoup plus efficace et qui donne une explication qui est beaucoup moins lourde à porter pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, quoi. Ouais, carrément. Et dans le cadre de... c'est sûr que c'est toujours pareil, en fait, quand on revient à la biologie, ça permet de déculpabiliser énormément les gens parce que, en fait, c'est ton corps ton corps qui est d'une certaine façon et c'est pas quelque chose que tu peux contrôler par le cerveau. Et ça, c'est effectivement un peu le risque qu'on voit, il suffit que tu fasses l'effort mental pour le surmonter et ça sera surmonté. Et c'est évidemment pas du tout le cas, dans le cas des dépressions qui est une condition médicale. Il n'y a pas de question de volonté qui est impliquée. Et donc là, ça donne, comme tu dis, des nouvelles pistes super intéressantes. Dans le cas de cette étude, pour le coup, c'est juste pour être précise, ces probiotiques-là, ils sont utilisés pour l'instant en complément des antidépresseurs et pas encore en solo. Ouais, je vois. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut switcher sur le côté digestion? Je te laisse parler de ça et on essaiera de faire une transition sur les troubles alimentaires. Si t'as besoin de mélanger les deux sujets, y a pas de souci parce que moi c'est vrai que j'ai fait un post Instagram la semaine dernière sur le lien entre les troubles digestifs et les troubles alimentaires. Donc je pense qu'il y a des liens à faire entre les deux. Donc
Donc voilà, je t'écoute. Carrément, il y a effectivement beaucoup de liens entre la digestion et les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Et c'était un super post d'ailleurs que tu as fait la semaine dernière. Du coup, donc sur la digestion, ça c'est pas évident comme sujet. À la fois, c'est le sujet où il y a le plus de recherche, on a le plus de recul, et à la fois, je trouve que le terme est légèrement problématique parce qu'en fait, digestion, ça englobe tellement de choses qui vont de situations du quotidien qui sont que les gens caractérisent comme étant légèrement gênantes, on va dire avoir des petits ballonnements occasionnels, c'est un désagrément. Euh, c'est pas quelque chose qui va impacter la qualité de vie. Et après, ça peut aller évidemment jusqu'à des maladies, la maladie de Crohn. Enfin bon, après, je vais pas citer toutes les maladies, on a pas, enfin, c'est pas l'idée. Mais globalement, du coup, ce qu'on voit avec le microbiote, c'est que en fonction de ces situations, il faut interpréter le rôle du microbiote différemment. Euh, et notamment, le microbiote n'agit pas seul, donc quand même, il fait partie d'un corps, donc il interagit continuellement en fait avec le reste des organes, avec les cellules, etc. Donc en fonction du niveau de sévérité, le microbiote a un rôle plus ou moins central et on va plus ou moins pouvoir avoir un impact sur la vie des gens en agissant uniquement sur le microbiote. Donc ça, c'est un premier truc que je voulais dire parce que nous, il y a beaucoup de monde qui nous contacte. Donc, par exemple, 30% des personnes qui nous contactent sont des personnes qui soit ont été diagnostiquées, soit ont une suspicion forte d'avoir le syndrome de l'intestin irritable. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas, c'est une pathologie chronique qui se caractérise par globalement des douleurs, des souffrances abdominales et puis un transit perturbé. Donc il y a certaines conditions qu'il faut remplir et qui a souvent un gros impact aussi sur la santé mentale, le niveau d'anxiété, etc. Et en fait, ce qu'on voit avec le syndrome de l'intestin irritable, c'est que là, c'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, mais le microbiote est extrêmement central et extrêmement utile comme outil pour essayer de comprendre de prendre soin de l'intestin irritable. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de caractériser déjà les différents types de SII, comme on dit, syndrome de l'intestin irritable. Il y en a 4 types différents et en fait, on voit que chacun s'apparente à une composition du microbiote qui est différente. Donc vraiment, le microbiote est un outil de lecture aussi pour permettre de différencier les sous-catégories d'une certaine pathologie. Donc c'est ce que je voulais dire par la complexité, c'est que bon, on sait tous qu'on a un microbiote unique, enfin on le sait peut-être pas tous, mais du coup je le dis, on a tous un microbiote qui est unique, aussi unique que notre empreinte digitale. Mais après, ce qui va être intéressant, et nous, le travail qu'on fait et la manière dont on a envie de pouvoir accompagner les gens à travers le contenu concret, les produits concrets, c'est vraiment d'essayer d'arriver à comprendre la spécificité de la situation de la personne, faire le lien avec ce que la science et ce que la recherche sait du microbiote de ce profil de symptômes et essayer de proposer à la fois les probiotiques les plus adaptés et à terme vraiment des conseils sur mesure. Donc on va dire les types de problématiques liées à la digestion où le microbiote, enfin où c'est vraiment si vous avez ça, c'est vraiment intéressant pour vous de vous intéresser au microbiote, on va dire. C'est quand vous avez des sensibilités à certains aliments, donc quand vous voyez que vous réagissez pas bien, vous avez des douleurs quand vous consommez certains aliments. Ça va être le transit perturbé, donc soit transit trop lent, transit trop rapide, donc constipation, diarrhée en gros. Là, il peut y avoir vraiment des clés dans le microbiote et surtout des choses à faire via les probiotiques et l'alimentation. Les ballonnements, ça c'est un des symptômes. Nous, on a fait une étude à l'échelle nationale en France en 2021 et il y a 20% des Français et Françaises qui ont des ballonnements récurrents. Donc c'est vraiment une problématique qui affecte énormément de monde. Et pour le coup, les gens en parlent pas vraiment. Enfin, vu que ça paraît pas être
quelque chose de trop grave. Alors pour certaines personnes, c'est vraiment très très intense, mais globalement, vu que ça paraît pas être quelque chose de trop grave, ou en tout cas qu'on l'interprète pas comme ça, les gens en parlent peu, mais finalement, c'est très fréquent euh, que suite à un repas, il y ait cette sensation qui arrive. Et en fait, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que c'est pas normal. Alors pas d'une manière stigmatisante, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, vous pouvez intervenir en prenant en main. Et ça, je suis sûre que Louise, toi, tu proposes ça et peut-être tu travailles là-dessus dans ton travail, dans ton quotidien. Tu vois, nous, on a interviewé vraiment beaucoup de gens sur leur problématique. Et ce qu'on voit, c'est que les parcours, ils se ressemblent euh, très souvent. Donc en gros, la personne bon, qui finit par venir nous parler, venir nous voir, euh, traverse les étapes suivantes. Euh, D'abord, les symptômes sont apparus depuis plusieurs années. Alors, quand c'est quelque chose qui arrive sur le long terme, il y a différents niveaux d'intensité, il y a des hauts et des bas, etc. Donc, globalement, ça se caractérise par le fait que la personne a des douleurs digestives ou des problèmes digestifs depuis plusieurs années. À un moment, a commencé à se dire, bon, ça commence à devenir un peu embêtant, à en parler à droite, à gauche, à son entourage, mais de manière vraiment au compte-gouttes. Euh, et la première grosse action, ça a été d'aller voir le médecin généraliste. Euh, Souvent, la consultation avec le médecin généraliste, quand c'est des troubles qui s'apparentent pas ou qui sont pas des maladies, ne mène à nulle part. Parfois, ils font faire des batteries de tests, des examens pour voir s'il y a un diagnostic qui peut être posé derrière, mais bon, la plupart du temps, c'est quand même pas le cas. Après, la personne va voir un gastro-entérologue, et là, et donc je dis dans la plupart des cas, évidemment, il y a toujours des super expériences et des personnes qui ont trouvé un peu les réponses qu'elles cherchaient du premier coup. Mais bon, dans la réalité des choses, c'est quand même assez rare. Et là, le gastro-entérologue va peut-être leur dire un peu deux, trois conseils de style de vie, mais balancés comme ça. Essayer de boire plus, essayer d'être moins stressé, manger plus de légumes, plus de fibres. Ok, bon ça c'est du coup ça dure 1 minute 30 et après la personne est toute seule. Et là, se suit un moment de découragement parce que on s'attendait à pouvoir mettre des mots sur son problème, on s'attendait à avoir un diagnostic, et en fait, on se retrouve seul avec des conseils de lifestyle hyper bateaux qu'on essaye quand même de mettre en place de manière hyper rigoureuse, mais globalement, c'est pas du tout personnalisé pour sa situation, donc souvent, ça a pas beaucoup d'effet. Et du coup, là, les personnes commencent à se renseigner en ligne. Et là, s'attaque à l'espèce de mur d'informations où il y a tout son contraire, des fake news, des trucs hyper quali mais hyper complexes, donc difficiles à désamorcer. Et dans les personnes dont les problèmes persistent, on voit que bah, à terme, un peu genre la partie qui finit par arriver à la résolution, c'est de commencer à aller voir des professionnels de santé qui ont des formations un peu plus spécifiques et naturelles liées à leur style de vie. Donc ça peut être nutritionnistes, diététiciens, naturopathes, qui se sont spécialisés par exemple sur le syndrome de l'intestin irritable, sur la digestion, sur les TCA, comme dans ton cas, et là qui permettent d'avoir non seulement bah, on va dire des clés de lecture et des conseils adaptés au profil de la personne. Et aussi, la partie super importante, c'est le suivi psychologique. Enfin, c'est pas dans le sens où le professionnel est psychologue, mais l'accompagnement, le soutien, plusieurs séances, la régularité, etc. Et nous, on voit que c'est dans ce cadre-là où vraiment, bah, là, les probiotiques, c'est là que les gens les prennent de la manière la plus réfléchie et la plus adaptée. C'est vraiment quand, après avoir dû traverser toutes ces choses, que nous, on a envie de se positionner, de dire, OK, c'est super, maintenant vous avez vraiment traversé plusieurs choses, vous cherchez une solution, mais il y a quand même il y a quand même, tu vois, quand tu as été confronté à toutes ces informations, toutes ces fake news, tout et son contraire, il y a cette envie que les produits et l'approche soient basés sur des connaissances sûres, sur du savoir, sur de la science, sur de la recherche. Et donc, c'est là que nous, on arrive et qu'on propose des probiotiques personnalisés, parce que vraiment, bah, pour nous, c'est la seule manière
de juste pas donner les trucs au hasard, en fait, et de dire qu'est-ce qui a été prouvé, qu'est-ce qui a pas été prouvé, et qu'est-ce qui vous correspond. Bon, petit détour pour, en gros, parler des différents troubles digestifs et des différents parcours qu'on voit entre, voilà, microbiote, digestion. Et sur les TCA, troubles du comportement alimentaire, ce qu'on voit le plus souvent, enfin en tout cas le lien, il y a plein de liens et peut-être que je les connais pas tous, enfin même c'est sûr que je les connais pas tous, mais en tout cas nous, enfin on va dire le cas de figure auquel on est le plus exposé en faisant ce qu'on fait, c'est soit en fait des personnes qui ont des douleurs digestives pour commencer, qui ont des troubles digestifs et comme ce que je disais ne sont pas accompagnées. Et du coup, essayent de gérer leurs problèmes elles-mêmes ou eux-mêmes, ouais, en se restreignant, en disant bon bah ça a l'air de me faire mal au ventre, donc je vais enlever ça, je vais enlever ci. Et en fait, à force d'avoir ce réflexe d'exclusion alimentaire qui, à la base, part d'une très bonne intention, qui est d'essayer de prendre soin de son problème de façon naturelle et juste d'adapter son style de vie, apprendre à connaître son corps. Donc ça part d'une super bonne intention. Bah, ça peut finir, et ça peut-être que bah, je pense que t'en parleras mieux que moi, mais par avoir bah, des vrais impacts sur la digestion. Ouais, et du coup le lien avec le microbiote, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la diversité, c'est la variable la plus importante qu'il faut prendre en compte pour essayer de déterminer si son microbiote est en bonne santé. Et la diversité, donc vraiment le nombre de bactéries différentes, de types de bactéries différentes qu'on a à l'intérieur de son microbiote, va directement dépendre de ce qu'on se met dans le corps. Donc, bon, à la fois de l'air qu'on respire, chose qu'on peut pas vraiment contrôler à part en déménageant. C'est un peu intense. Mais sinon, c'est vraiment à travers ce qu'on mange. Parce que dans tout ce qu'on mange, il y a des bactéries et des micro-organismes. C'est vrai? Donc il y a une alternative au fait de déménager. C'est plutôt pratique. Euh, donc du coup, ouais, à travers l'alimentation, donc tout simplement la diversité. Donc chaque type d'aliment a des types de bactéries et micro-organismes différents à l'intérieur. Le plus on mange d'aliments divers, le plus bah, ça va se refléter dans notre microbiote. À savoir que évidemment, parmi tous les aliments, il suffit pas juste de manger tous les types d'aliments. Il y en a certains qui contiennent plus de bactéries bénéfiques, favorables pour le microbiote. Donc toutes les bactéries ne se valent pas. Toutes les bactéries sont pas égales. Et donc typiquement, c'est en multipliant le nombre de types de fibres, de types de plantes. Donc plantes vraiment, enfin ça, je dis ça parce que c'est quelque chose que moi j'ai vraiment appris. Par exemple, on compte le café dans la diversité des fibres qu'on consomme dans le type de plante. On compte les graines qu'on rajoute sur sa salade. On compte le pain complet. On compte bon les fruits et légumes évidemment. Mais voilà, il y a toutes ces petites astuces du quotidien qui sont des trucs où on pense pas forcément. Enfin, boire un café, c'est enfin manger, enfin du coup, je me perds, mais manger, boire une plante différente. Mais en fait, cette diversité-là, elle va définir l'équilibre du microbiote et donc elle va définir notre capacité à correctement bien réagir à des aliments, donc ne pas avoir de douleur quand on mange des aliments. Et donc le plus on commence à exclure des aliments de ce régime, le plus on met en péril cette diversité du microbiote et donc le plus on s'expose à la fois à des symptômes, des maladies, mais à la fois à aussi ne plus pouvoir digérer d'autres types d'aliments, donc à rentrer dans une espèce de cercle vicieux. Et ce qu'on se disait avec Louise la dernière fois aussi, c'est que il y a des personnes en fait ouais qui peuvent tellement, enfin qui ont tellement mal
en mangeant un aliment que vraiment, mais ça paraît être la seule option logique de supprimer cet aliment, alors que, et c'est peut-être le cas pour certaines personnes, etc., mais en tout cas, d'apporter cette logique supplémentaire et de se dire, en fait, un des objectifs, c'est pas que de diminuer la douleur, mais c'est de renforcer ce microbiote pour permettre après de mieux digérer les aliments. Donc ça, c'est un des liens entre, on va dire, troubles digestifs qui peuvent provoquer des situations qui après amènent à des TCA. Euh, et l'autre, et l'autre lien, c'est quand on a déjà des TCA, bah du coup en fait on peut avoir des comportements euh, alimentaires qui favorisent tout simplement pas vraiment un microbiote en bonne santé et du coup qui amènent à des troubles digestifs. Donc ça ça marche un peu dans les deux sens, mais ça fait que penser à son microbiote, penser à un peu voilà, changer de perspective, ça peut faire du bien parfois, mais voilà, penser à cet écosystème dont on doit prendre soin et qui après prendre soin de nous, c'est pas mal. Totalement. Manger de tout, manger varié et savoir que même si actuellement on est en train d'avoir l'impression qu'on développe une intolérance envers certains aliments, la promesse de la naturopathie, de la médecine naturelle, voilà, des probiotiques, de tous ces outils qu'on a, nous, en tant que naturopathes, etc. C'est vraiment la promesse qu'on peut guérir de ça, on peut remanger des pâtes ou une pizza sans avoir sa digestion flinguée. Donc ça, c'est vraiment chouette, sauf pour l'alcool. Si l'alcool vous cause des troubles digestifs, il y a fort à parier que ce sera le cas pour toujours. Je parlais de ça avec une cliente ce matin, c'est pour ça. Ouais, donc c'est super intéressant. Ça fait vraiment du sens et ça fait vraiment le lien entre les deux. Donc, je suis super contente d'avoir abordé tout ce sujet. Donc, le dernier sujet que je voulais qu'on aborde, c'est qu'en fait, en naturopathie, on n'a pas vraiment de formation spécifique concernant les probiotiques, le microbiote, etc. Enfin, en tout cas, dans ma formation, je n'en avais pas forcément eu. Les seules informations sur les probiotiques spécifiques qu'on peut proposer aux personnes, je les ai eues dans ma formation pour les troubles alimentaires. Et j'en ai eu un petit peu dans des cours d'Ayurveda que j'ai eu. Donc, je connais le Lactobacillus rhamnosus, qu'on propose beaucoup pour les problématiques de diarrhée, les prises d'antibiotiques qui ont déréglé la flore digestive. Et aussi en cas concernant les troubles alimentaires pour les personnes qui ont des fortes compulsions, c'est une souche qui a un effet satiétogène. Voilà, d'autres comme ça, mais 2-3. Donc, comment savoir quelle souche est faite pour nous? Parce que du coup, nous, quand on n'est pas bien formé, même voilà, le commun des mortels va avoir tendance à penser que des probiotiques, c'est des probiotiques et prendre n'importe quoi, alors qu'en fait, il y a des souches spécifiques selon les cas, selon les personnes, et que en fait, si on prend des souches qui nous correspondent pas, ça peut venir déséquilibrer ce qui est déjà déséquilibré et le déséquilibrer encore plus. Ça peut aussi venir nourrir une flore qui est déjà pathogène, donc augmenter en final les troubles. Donc, quelle est la solution? Comment savoir quelle souche nous convient et vers quoi se tourner? Ouais, totalement. Très bonne question et c'est vraiment la question pour nous. Donc je pense que juste déjà sur le mot souche, parce que c'est un mot, limite on pense à une souche d'arbre. Enfin, je sais pas quelles sont quelles sont les références de tout le monde, mais souche c'est pas un terme qu'on comprend forcément naturellement. Donc en gros, juste pour expliquer concrètement ce que c'est une souche, en fait on peut faire le parallèle avec les animaux et donc se dire que les bactéries sont catégorisées dans une sorte de hiérarchie d'arbres et que la souche c'est la caractérisation la plus précise qu'on puisse faire d'une bactérie. Donc quand on connaît la souche, on connaît vraiment, mais on a identifié cette bactérie dans le plus de détails possible. Donc pour faire le parallèle avec les animaux, on peut dire, ok, il y a un mammifère, donc ça va être la famille de bactéries. Au sein de ces mammifères, on va dire que il y a les félins,
Au sein des félins, on va dire qu'il y a les chats domestiques. Au sein des chats domestiques, on va dire qu'il y a par exemple, les chats persans ou les chats siamois. Donc ça, c'est pour montrer que quand on dit bactéries, ça peut tout autant vouloir dire on parle d'un mammifère que d'un chat siamois. Donc on imagine bien qu'entre ces deux choses, il y a énormément de différences. Et donc la plupart des sociétés qui produisent des probiotiques, parce qu'on n'est pas obligé d'un point de vue réglementaire de définir vraiment la souche, donc d'aller dans le plus grand détail, s'arrêtent au niveau de l'espèce. Donc s'arrête au niveau du chat domestique, dans la petite analogie que j'ai faite. Sauf que pour ceux et celles qui ont déjà, qui connaissent un peu les chats, entre un chat siamois et un chat persan, il peut y avoir énormément de différences. C'est pareil pour les bactéries. Entre deux souches d'une même espèce, il peut y avoir énormément de différences de fonction, de fonctionnalité. Et donc l'idée, donc par exemple l'exemple que tu donnais, Lactobacillus rhamnosus, ça c'est une espèce, et au sein de cette espèce, il peut y avoir, Lactobacillus rhamnosus LR01, ça c'est le nom d'une souche. Bon, ça, de toute façon, on s'attend pas à ce que quelqu'un connaisse ça c'est dans trop de détails, mais c'est pour dire, pour ceux qui fabriquent des probiotiques, les plus sérieux déjà vont jusqu'au bout de ce travail-là, et d'aller chercher la souche précise, et d'aller vérifier quelles ont été les études qui ont été faites sur cette souche précise. Donc pour répondre à la question comment savoir quelle souche nous convient, en vrai, je vous conseille d'utiliser The Serious Gut. Mais en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est quoi les réflexions qu'il faut avoir? C'est de se dire, les probiotiques sont efficaces pour deux raisons. Premièrement, ils sont efficaces s'ils sont de bonne qualité. Et deuxièmement, ils sont efficaces si, comme tu disais, on choisit les bons. On choisit des probiotiques qui sont adaptés à nos problématiques. Et donc, en fait, comment on choisit des probiotiques qui sont adaptés à nos problématiques? Ce qu'il faut, c'est voir si les souches qui sont dans la composition ont été testées dans les mêmes dosages qu'il y a dans le probiotique, dans des études cliniques humaines, donc en gros des études, des expériences qui sont faites sur certains types de personnes pour le symptôme qui vous intéresse. Donc par exemple, réduction des ballonnements. Ok, est-ce que la souche A, dans la quantité X, a été testée sur des femmes entre 25 et 45 ans qui ont des problèmes de ballonnement? Si cette souche-là, dans ce dosage, a été testée et a été positive, bah là, vous êtes hyper relax sur le fait que le probiotique a de bonnes chances de marcher pour vous. Ça, c'est dans très 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 peu de cas qu'il va y avoir cette adéquation et ce niveau de recherche. Et du coup, nous, c'est justement ce qu'on vous propose avec notre outil de recommandation. Donc, l'outil de recommandation, c'est juste un questionnaire que vous remplissez en ligne, où vous nous parlez de vos symptômes, vous nous parlez de vous. Et après, nous, on fait évidemment tout le travail. On a fait le travail de composer des formules qui sont associées à des études. Et après, au mieux, de vous matcher en fonction de vos symptômes avec la formule qui a le plus de chances de marcher. Si vous n'avez pas envie de passer par The Serious Gut, il n'y a aucun souci. Quelles sont les autres meilleures options? Les autres meilleures options, c'est de passer par un professionnel de santé et de lui demander, quand il vous propose un probiotique, de vérifier s'il y a eu des études qui ont été faites pour ce symptôme. Ou d'aller en pharmacie, et pareil, on vous recommande un produit au comptoir. Donc c'est peut-être un peu beaucoup de travail, c'est aussi pour ça qu'on essaie de créer cette expérience pour simplifier les choses, mais d'aller voir la composition des produits et de vérifier s'il y a une étude derrière. Donc ça, c'est on va dire dans l'idéal. Et après, vraiment pour la démarche la plus simple, vous pouvez aller en pharmacie et essayer de vérifier sur on va dire sur la composition au dos si ça détaille jusqu'à la souche dans les ingrédients. Donc est-ce qu'il y a juste deux mots, Lactobacillus rhamnosus, ou est-ce qu'il y a des petites lettres et chiffres après, Lactobacillus rhamnosus LR01? Déjà, ça vous montre que l'entreprise, elle est allée jusqu'au niveau de la souche dans le détail, et donc que c'est peut-être probablement un peu mieux. Donc ça, c'est les meilleurs conseils, un peu, si vous voulez faire ça vous-même.
Ok, trop bien. Je trouve ça grave passionnant. Et ce que je me disais au début de l'interview, c'est que en fait, ça nous plonge vraiment aussi dans toute la dimension de l'infiniment petit, très lié à l'infiniment grand. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu perché ma réflexion, mais d'aller observer en fait toutes les bactéries qui fonctionnent, qui sont en lien dans notre corps, ça nous permet aussi de faire le lien avec nous. Enfin, tu sais, nous, on est un petit peu aussi des petites bactéries dans l'univers. Exactement. Non, mais j'adore cette, ouais, carrément, j'adore cette comparaison et nous, on a fait des posts récemment et on parle pas mal du lien avec, enfin, de la comparaison avec l'environnement et le changement climatique. Et globalement, tout ce qu'on peut observer au niveau du changement climatique, c'est quelque chose qui se passe aussi dans notre corps. Donc, par exemple, on parle beaucoup de perte de la biodiversité, donc destruction de la forêt en Amazonie, disparition de certaines espèces d'insectes, d'oiseaux, de mammifères. Et tout ça, ça contribue à réduire la biodiversité, sauf que la biodiversité, elle est essentielle pour le bon fonctionnement. Et ben voilà, tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez sur le changement climatique, c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Alors, sans être du coup alarmiste, on a quand même beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre corps qu'à l'échelle de la planète. Et donc, mais ça peut servir de bon warning, de dire ok, c'est quand même assez sérieux ce problème, et de commencer à envisager comment nous on peut prendre soin de notre petite bactérie qui habite à l'intérieur de nous. Ouais, bah il y a un effet miroir en fait qui est super intéressant et c'est aussi en réensemençant notre intérieur qu'on aura la capacité d'aller réensemencer l'extérieur. On va chialer dans ce podcast. Mais ça, c'est très très vrai. Franchement, ça commence vraiment par ça, quoi. Mmh. Ok, bon bah on va terminer ce podcast. Du coup, t'as déjà un petit peu expliqué du coup le fonctionnement. Il y a un questionnaire sur le site du coup que j'ai fait, qui est bien poussé. Est-ce que t'as un dernier mot pour parler de la marque, pour voilà parler de tout ça pour conclure? Ouais, bien sûr. Bah, merci beaucoup déjà pour tout ça. Oui, bah, nous, ce qui est important à retenir, c'est vraiment qu'on est concentré sur cette thématique de la recommandation personnalisée. C'est vraiment notre spécialité. Pour ça, on a une équipe. Moi, je suis associée avec une scientifique et on a plein de conseillers scientifiques et médicaux qui nous accompagnent dans le développement de ce projet. Ça fait déjà 3 ans enfin plus de 3 ans qu'on travaille dessus. On a fait une étude sur 500 personnes en interne pour tester l'efficacité de ces recommandations et ça a été très probant. Et du coup, bah, là, on a lancé enfin le produit au public il y a 4 mois après toutes ces recherches et donc on a vraiment hâte d'avoir vos retours et de tester. Et donc, il suffit d'aller sur theseriousgut.com, de faire le questionnaire, vous recevez automatiquement votre recommandation. Et si vous êtes un peu timide, on peut comprendre, bah, vous pouvez commencer par un mois. Un mois de cure, les effets se ressentent souvent dès la deuxième, voire troisième semaine. Si vous avez des symptômes en particulier, donc vous pourrez, on va dire, rapidement savoir si la cure est bien calée pour vous. Et si ça fait un petit moment que vous avez des problématiques, on vous recommande de faire une cure de 3 mois parce que ça permet d'agir un peu plus en profondeur. Et là, vous pouvez savoir que si jamais au bout d'un mois vous sentez que les bienfaits sont pas aussi poussés que ce que vous aimeriez, bah, n'hésitez pas à nous écrire. On peut discuter avec vous, potentiellement échanger la cure pour les mois d'après. Et voilà, ça sera parfait comme ça. Ok, donc bah pour conclure, si vous voulez prendre des probiotiques, cherchez du coup comme The Serious Gut une façon d'individualiser. N'allez pas au comptoir de la pharmacie du village, demandez juste des probiotiques comme ça vous aidera pas forcément. Et bah n'oubliez pas que voilà, malgré tout, ça reste un complément et qu'il y a un travail d'hygiène de vie aussi à faire. Holistique derrière, voilà, accompagné ou non par une naturopathe comme moi. Par exemple. Just saying. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup Émilie pour ton temps, nous avoir préparé tous ces partages. Ça a été très instructif pour moi. J'espère que ça a été instructif
pour les auditeurs, les auditrices, les naturopathes et le commun des mortels, les moldus. Et du coup, ouais, je mets les liens vers le site, vers l'Instagram dans la description de l'épisode. Et du coup, je te souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine à toutes aussi, à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Merci Louise. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes maintenant convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire pour votre microbiote, pour retrouver votre équilibre aussi bien dans votre santé digestive que votre santé mentale, que dans votre rapport à l'alimentation, vos compulsions sucrées, etc., n'hésitez pas à aller faire le questionnaire sur le site de The Serious Gut et utiliser le code promo qu'on a spécialement conçu pour les auditeurs du podcast. Donc le code promo c'est croissante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.